vous propose un état des lieux de l'IA à la française. Et tout de suite, accueillons Stéphane Distinguin, fondateur et CEO de EY Faber Novel. Bonsoir. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous. Alors Stéphane, vous êtes un des acteurs clés de la création de l'écosystème de l'IA à la française. Alors on va vous demander ce soir un état des lieux de l'IA à la française. Tout de suite, une première question. Quand on parle d'état des lieux de l'IA à la française, de qui et de quoi parlons-nous exactement? Alors déjà, je ne sais pas si vous avez une définition précise de l'IA, mais à la française, je me suis un peu gratté la tête. Mais est-ce que c'est à la française le fait qu'on est souvent deuxième ou troisième, un peu comme le syndrome Poulidor? Est-ce que c'est le French flair, un peu le côté comme au rugby, parfois on gagne brillamment? Est-ce que c'est, et c'est là que j'en arrive, parce que on est là ce soir dans un endroit aussi beau, qui nous rappelle un passé glorieux avec des livres, mais plus récemment, et c'est là que j'en arrive. On est dans un quartier qui est très particulier, qui est pas seulement celui de la BNF. On est dans le quartier du 2e arrondissement. On est dans le quartier en fait du Sentier. On est dans le quartier. Je sais pas si vous avez suivi ces événements précédents, mais dans lequel il y avait beaucoup de médias, énormément de médias. Je vois quelqu'un de l'AFP encore là-bas. Il y a aussi eu les premiers backbones en fait d'internet dans les années 90. C'est rue des Jeuneurs, donc pas très loin. Et c'est pour ça qu'à peu près toutes les startups sont venues s'installer à partir de la fin des années 90, des années 2000. C'est le Silicon Sentier, c'est le début en fait d'une épopée, d'une histoire en fait du numérique français. Et donc à la française, ça commence ici, ça commence dans le 2e arrondissement beaucoup. Et pour commencer à vous dire de ce que c'est que l'IA à la française. L'IA à la française, c'est vous, DSI, c'est beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises. Une vraie particularité en fait du numérique français, c'est d'être porté par nos grandes entreprises, peut-être plus qu'ailleurs, peut-être plus que dans d'autres Paris. C'est très parisien, faut le dire aussi. On est à Paris aujourd'hui, il y a 63% des startups qui sont à Paris dans les domaines de l'IA. C'est beaucoup de startups, c'est un peu moins de 800 startups d'après France Digital. C'est 13 milliards de levées sur les dernières années. C'est à peu près 36 000 emplois qui sont liés à des entreprises qui se déclarent être dans le domaine de l'IA. C'est aussi, comme souvent quand on dit à la française, vous pensez peut-être impôts, vous pensez peut-être services publics, vous pensez en tout cas pouvoir public et les investissements, cette volonté qui est celle de gouvernements successifs d'investir. Donc c'est France 2030, c'est 3 grandes phases de projet, une première de 2018 à 2022 qui était vraiment liée en premier lieu à identifier la recherche, à soutenir la recherche. La deuxième de 2022 à 2025 qui a été beaucoup dans la diffusion dans les secteurs de l'économie. Et depuis 2025, vous en avez entendu parler et comment lors de l'AI Summit au Grand Palais, dans un autre endroit qui ressemble un peu à celui-ci, aussi magnifique, et qui étaient les annonces d'Emmanuel Macron et les 109 milliards pour les infrastructures. Et donc là, on est beaucoup sur le sujet des infrastructures et de la formation, puisqu'on vise des dizaines de milliers en fait de personnes formées à ce que seront les métiers demain de l'IA. Alors justement, quand on parle d'IA à la française, quels sont nos atouts et quels sont les défis qui restent à relever pour l'IA à la française? Alors, l'IA à la française, on en parle souvent en pensant à la recherche, à cette capacité qu'on a d'avoir une bonne école de mathématiques très connue, très reconnue, qui nous a permis d'avoir des prix de Turing, un peu le Nobel de l'informatique. On pense souvent à Yann Lequin, qui est un des pères en fait des technologies qui nous permettent peut-être de parler ce soir d'une IA d'une façon générale, en fait, cette nouvelle phase d'IA et encore plus particulièrement d'une IA à la française. C'est aussi des infrastructures, donc on parle OVH, Scalway, des acteurs privés, des acteurs publics. J'insiste aussi beaucoup sur l'INRIA, qui est souvent quand j'y reviendrai peut-être plus tard sur comment est-ce qu'on se compare et comment on a la chance d'avoir avec l'INRIA en France, en Europe, un centre de recherche avec à peu près 4000 chercheurs qui est extrêmement attractif. C'est vraiment un des domaines dans lequel on réussit à attirer des chercheurs du monde entier.
Et donc voilà encore un autre domaine dans lequel on peut identifier une IA à la française. C'est aussi des stars. Donc je vous ai cité Yann Lequin. On parle beaucoup de Mistral. Ils sont quelques autres, des entrepreneurs. Alors on revient un peu sur ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire qu'il y a cette blague. Je ne sais pas si elle est tout à fait vraie. Elle nous fait plaisir en tout cas de dire que derrière toutes les grandes entreprises, toutes les big tech, il y a forcément un Français quelque part dans une fonction technique. C'est souvent vrai. Mais on a cette fois, et je pense que c'est une première de ma carrière, moi, donc pour avoir vu justement les débuts du Silicon Sentier, c'est la première fois où on a un acteur de la taille et de la puissance, on va dire, d'un Mistral aussi tôt en fait dans les développements. Donc il faut remonter peut-être aux phases très anciennes de la micro-informatique pour retrouver des bulles ou donc pour avoir un acteur comme ça qui peut jouer en fait. Donc c'est tout ça. Il y a la française. Très bien, merci. Alors, je vais vous parler de comparaison. Justement, j'ai une dernière question pour vous, Stéphane. Comment est-ce que la France se positionne face à la concurrence internationale en matière d'IA? Et est-ce que l'IA française a une place à part? Et quelle sera sa place dans les années à venir? Notre enjeu à tous ici, c'est de faire en sorte qu'elle soit pas à part. Est-ce que, et là encore, quand vous êtes en capacité d'acheter, de décider, peut-être que vous avez la possibilité, vous, de la faire, cette IA à la française, si tant est que ce soit un critère. Mais comme on parle beaucoup et que les informations pénibles de toutes ces dernières semaines nous poussent à envisager la souveraineté, qu'on est en train de chercher, que la souveraineté qui était envisagée comme sujet d'autonomie, d'indépendance, on en a beaucoup parlé dans le numérique. Cloud souverain, ça vous dit forcément quelque chose. Là, on est amené à en parler dans un contexte radicalement différent. Et donc, c'est vrai que cette question de savoir comment est-ce qu'on peut compter sur des acteurs locaux, se développer avec eux, et se pose avec beaucoup plus d'acuité. Et quand je dis acuité, c'est peut-être encore beaucoup plus la situation est un peu plus grave qu'auparavant, et donc oui, on a la possibilité de la faire vivre. Après, je pense qu'il y a aussi une question qui est une question d'alliance, c'est-à-dire que vous avez commencé à travailler avec des solutions que j'ai pu citer OVH, Scaleway, mais que vous travaillez forcément aujourd'hui avec des hyperscalers qui sont peut-être les meilleurs vecteurs justement de développement de ces solutions demain. Et que il faudra néanmoins, forcément, évidemment, trouver à travailler et à faire des alliances, puisque votre question, c'est aussi comment est-ce qu'on se compare. Il y a les États-Unis qui, une fois de plus, font la course en tête. ChatGPT, vous le savez. Ce que je trouve assez fou, et je le partage aussi avec des DSI, et moi, c'est une donnée qui m'obsède, c'est que, sincèrement, au début, moi, j'ai cru profondément, sincèrement, que c'était une phase, une révolution qui ressemblait à la première que j'avais pu connaître avant justement le web dit 2.0. C'est-à-dire que celle peut-être qui avait commencé dans les entreprises avec de l'équipement, comme moi, la première fois où j'ai eu un ordinateur portable, où j'ai eu accès à une porteuse internet, c'était une entreprise qui me l'avait fourni. Donc je m'étais dit, tiens, en fait, c'est le prix de ces abonnements, ces solutions seront déployées par les entreprises avant d'équiper les particuliers. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les données, quand on sait que donc à peu près 2 Français sur 5 utilisent régulièrement ces solutions. Quand on regarde la part d'usage en fait d'un ChatGPT aujourd'hui, quand on voit qu'il y a 14% des Français qui sont abonnés aujourd'hui, qui déclarent en fait utiliser des versions payantes. À titre personnel, on est un peu dépassé par ces usages qui entrent. On parlait de Shadow IT avant. Là, on se retrouve dans quelque chose où en fait, on a déjà des utilisateurs qui sont là, qui ont des attentes, qui ont déjà des pratiques et qui souvent le cachent. Donc ce sujet aussi de est-ce que ça sera une pratique française, je ne sais pas, mais il va falloir trouver les bons vecteurs, et après ça je finirai. C'est-à-dire que votre question aussi m'oblige à parler en fait de la Chine et de ce qui s'y passe aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler, là, ça fait 2-3 jours qu'on ne parle que de Manus par exemple, ça a été DeepSeek auparavant. Donc il y a aussi cette phase, et qu'il ne faudra certainement pas oublier que de la taille des marchés, quand on parle plus d'1 milliard d'utilisateurs potentiels, les plus de 300 millions qui sont aux États-Unis ou en Europe auront intérêt à trouver des solutions qui leur permettent d'avoir les mêmes effets d'échelle. Donc je pense qu'au-delà de la souveraineté, il faudra là aussi réfléchir à se trouver de bons partenaires. Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage précieux sur l'IA à la française, de très beaux atouts et puis quelques défis encore.